Bonjour à tous. Donc certains connaissent notre invité d'aujourd'hui puisqu'il a été ministre, d'autres le connaissent parce qu'il a fondé le Festival de Tours. Alors vous aurez peut-être deviné, mais il s'agit bien de Monsieur Carlo Di Antonio. Je ne sais pas si vous pouvez vous présenter pour la partie de notre audience qui ne vous connaît peut-être pas. Donc Carlo Di Antonio, actuellement bourgmestre de Dour et dirigeant d'une série de sociétés. Je continue aussi à être administrateur du Festival de Dour notamment. Vous préférez que je vous appelle Monsieur Di Antonio Oh ou non, Carlo? tu peux me tutoyer, pas de problème. Ok, ça va, super. Donc ça va être vraiment cool parce qu'on va pouvoir parler de l'entrepreneuriat d'un point de vue politicien, mais également d'un point de vue entrepreneurial. Et donc je vous suggère de commencer par celui que je préfère, c'est-à-dire le point de vue entrepreneurial. Donc on vous connaît beaucoup pour avoir fondé le Festival de Dour, donc c'est sans doute un des projets qui parlera le plus aux jeunes qui nous regarderont. Mais je me demandais si vous aviez aussi fait d'autres projets avant ça. Alors juste avant, j'avais créé avec un ami de la région ici une entreprise dans le domaine des matières plastiques. Je suis ingénieur chimiste et lui aussi. Et donc nous avions créé une petite entreprise qui modifiait des matières plastiques pour en faire des produits pour les étalages, etc. Ça a été finalement vendu dans le sud de la France, D'accord. mais on avait déposé le brevet et on avait lancé le petit atelier à Élouges qui a fonctionné pendant quelques années. Donc j'ai toujours eu envie de créer des choses et donc à un moment donné, quand on est dans le domaine économique, ben, il faut pour ça créer des entreprises, s'associer, trouver du capital, trouver des moyens et mettre beaucoup d'énergie. Donc le Festival de Dour, finalement, c'était ma deuxième expérience après celle-là. Et donc vous avez commencé à quel âge votre première expérience? Alors, ben, j'ai été assez longtemps à l'université parce que j'ai fait un doctorat en sciences et j'ai travaillé dans un laboratoire. Donc ça a pris un certain temps avant de quitter l'université. Donc ça fait 26 ans que je quitte ce Ok. monde-là universitaire pour venir revenir ici dans la région et créer une, puis deux, puis ça. Et à la fin, je pense qu'aujourd'hui, j'ai dû créer une quinzaine d'entreprises. Ah ouais, donc vous avez commencé juste après être sorti de Oui, tout à l'université fait, du coup tout à fait. Oui, de votre doctorat. oui. Donc ici, vous êtes encore impliqué dans une quinzaine d'entreprises encore Oui, aujourd'hui ou alors vous actuellement, en il avez y en revendu beaucoup? a 9, je pense, dont je suis encore administrateur. Il y en a une que j'ai rachetée la semaine dernière, qui était en faillite à Ath, qui est Coprosin, qui est une entreprise qui transforme de la viande locale, de la viande bio, en charcuterie, en circuit court, etc. Il y avait une vingtaine d'emplois. Donc elle est tombée en faillite il y a 3 semaines. Et j'ai repris les actifs il y a maintenant une semaine. Donc je me lance dans un nouveau projet de redémarrage d'une entreprise qui sera basée à Ath. J'y vais d'ailleurs demain, j'y étais aussi la semaine dernière. L'objectif, c'est vraiment essayer de trouver des débouchés pour les productions agricoles locales. Et donc, oui, donc vous faites aussi de la reprise d'entreprise, vous ne faites pas que des Ça projets m'arrive. que vous démarrez de zéro. C'est assez rare que je fasse des reprises, mais c'est vrai que je crée plus souvent. J'ai créé une entreprise de titres services, par exemple, mais tout au début, dans les années 2000, au moment où il y avait les premières entreprises dans le domaine. Aujourd'hui, il y a 60 travailleurs, elles fonctionnent toujours depuis lors. Et donc en parlant de création, une question que beaucoup d'entre nous se posent, mais comment vous est venue cette idée de faire un festival à Dour ici? On était un groupe de jeunes de l'entité à avoir défendu des causes environnementales dans les mois qui précédaient. On s'était battu pour essayer d'éviter l'exploitation d'un terri qui était menacé, donc notre zone de jeu, notre zone verte. Et donc suite à ça, on a eu envie de mener un projet, on ne savait pas très bien lequel. Un des membres de notre groupe était musicien, deux des membres de notre groupe étaient musiciens, et bah, ils avaient envie qu'on organise quelque chose. Donc on s'est dit pourquoi pas un premier festival. Il y en avait pas du tout en Wallonie. Le terrain était complètement vierge. J'avais eu des tentatives dans les années qui précédaient, mais à chaque fois, après la deuxième ou troisième édition, ça disparaissait. Et donc voilà, on s'est dit pourquoi pas un festival. Et puis du projet qui devait être tout petit au départ, très vite, on a eu des opportunités de prendre des plus gros groupes. Et puis, dès la première édition, c'était quand même déjà quelque chose qui faisait 1500, 2000 personnes. Donc, c'était déjà un petit événement en soi, mais très déficitaire. Ce qui fait qu'après ce premier événement, tout le monde a disparu. Je suis resté un peu tout seul. Je pense que la plupart des observateurs imaginaient que ça allait complètement disparaître, puisqu'on avait perdu pas mal d'argent, 1 million de francs belges à l'époque. Alors ça ne représente pas grand-chose maintenant, mais c'était quand même significatif pour nous qui n'avions pas d'argent. Hein. Mhm. On a quand même persévéré, on est parvenu à faire une deuxième, une troisième, vraiment toujours avec beaucoup de difficultés, parce que c'était difficile d'équilibrer, personne ne se payait alors qu'on y consacrait beaucoup de temps.
Et donc au début, vos amis ont joué donc dans le festival de Dour, parce que vous avez dit qu'il y avait 2 musiciens. Ou alors vous avez fait comment pour trouver les premiers artistes? Parce que bon, maintenant je suppose que les artistes ils se battent à la porte pour venir. Oui, on a dû vraiment, à l'arrache, comme on dit, aller chercher des groupes, essayer de les convaincre, essayer de les convaincre qu'on avait les moyens pour pouvoir les payer, que techniquement ça allait être en ordre, qu'il y aurait bien une scène, une sono et le matériel qu'il fallait. Donc pas été évident du tout, mais vraiment jour après jour, beaucoup de persévérance, beaucoup d'insouciance aussi, parfois en se lançant dans des choses, en se disant mais on verra demain comment on fait pour les payer, mais en tout cas on y va, on fonce. Beaucoup de mobilisation locale, voilà. Mais je pense que le maître mot là-dedans, c'est la persévérance, la poursuite des efforts, jour après jour. Ça ne se joue pas comme ça aussi facilement qu'on peut l'imaginer. Et vous vous y attendez à avoir un tel succès? Puisque maintenant c'est des centaines de milliers de personnes, je pense, qui viennent lors du festival. Oui, on est actuellement 250 000 personnes sur les 5 jours du festival. Bon, c'est venu progressivement, mais c'est vrai qu'on a senti assez vite, après 2, 3 éditions, que j'étais allé voir des exemples à l'étranger, à Glastonbury en Angleterre, à Nyon en Suisse, et je suis revenu de là avec plein d'idées pour la 4e édition. Effectivement, ça a bien démarré, puisque sur 2 ou 3 éditions, on a doublé, triplé le nombre de personnes, passant assez rapidement au-delà des 10 000 personnes par jour. Donc ça commençait à devenir un festival qui existait en Wallonie, ce qui était déjà en soi un exploit à l'époque. On était vraiment dans une période très morose à ce niveau-là, où il n'y avait pas d'artistes qui venaient en Wallonie. Ouais. Les artistes venaient dans des salles à Bruxelles ou dans des festivals en Flandre, mais il était quasiment impossible d'en avoir dans des festivals en Wallonie, festivals qui par ailleurs avaient tous eu de grosses difficultés. Donc c'était des étapes importantes pour nous, c'est de pouvoir recruter les groupes et de grandir, de pouvoir les payer, de pouvoir créer une réputation pour le festival de Dour. Ok, mais je pense que du coup je suis venu à la bonne place pour la deuxième partie des questions qui traitent du coup sur votre expérience et voir pour donner des conseils justement aux étudiants. Mais avant ça, j'aimerais bien juste poser une question un peu plus personnelle. Vous avez préféré être politicien ou entrepreneur? Bon, j'ai pas de regrets, les deux ont été très bien. J'ai fait une carrière d'abord de chercheur, que je ne regrette pas du tout. J'étais quand même de manière très intense pendant 5 ans dans un laboratoire de recherche, un des gros laboratoires belges à l'époque de recherche en génie génétique des plantes. Donc c'est une carrière que j'ai beaucoup appréciée. Puis quand je coupe, je coupe. Donc quand je suis parti de là pour créer les entreprises, j'ai pas eu de regrets, mais ça reste quand même un excellent souvenir. Je connais aussi donc très bien le monde de la recherche et des universités. Puis il y a eu cette période entreprise, travailler, persévérer pour pouvoir mettre en place des projets. Je dirais que ça a duré une quinzaine d'années, que j'ai aussi beaucoup apprécié. C'est les années du développement, quoi. C'est le début de la réussite. Mes frères et moi, on vient d'une famille très modeste, donc mon papa est ouvrier mineur, était ouvrier mineur venant d'Italie. Ma maman ménagère qui n'a jamais fait les moindres études et qui s'est occupée, ça lui prenait évidemment tout son temps, de ses 6 enfants. Je suis l'aîné de 6. Et donc évidemment, pour nous, sortir du milieu ouvrier avec de très faibles moyens et commencer à créer des entreprises et développer des projets, c'était une période passionnante. Puis la période politique, là, était tout autant. Gravir les échelons, se voir désigner ministre, évidemment, ça c'est une grosse responsabilité, dans des compétences que je connais bien, que j'ai appréciées, l'environnement, l'agriculture, les travaux publics. Voilà, j'ai eu plein de très bons moments à ce niveau-là. Donc je ne saurais pas faire un classement dans tout ça. Voilà. Vous êtes rentré en politique suite à une opportunité ou alors Oui, dès après le tout. départ c'était planifié de faire de la politique? Non, pas du tout. Non. C'est après tout ça, d'ailleurs, j'étais assez très éloigné de la politique. Donc c'est à 40 ans, une fois réussi ma carrière professionnelle, je dirais. J'avais déjà créé plusieurs entreprises dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de l'ORECA. J'avais gagné de l'argent avec Dour Festival, donc j'avais remis les investissements sur d'autres choses. Donc c'était déjà très solide au niveau financier quand je décide de faire de la politique. Et essentiellement au départ pour réagir à la situation locale ici à Dour. Je n'étais pas très content de la manière dont c'était géré, quelle que soit la couleur politique, c'est peut-être pas ça l'important. Mais voilà, je trouvais qu'il n'y avait pas de dynamisme, qu'il n'y avait pas d'enthousiasme sur la commune, qu'on n'était pas dans une tendance positive. Donc j'ai eu envie
Prendre les choses en main. voilà, de prendre un peu les choses en main localement. Et puis j'ai été repéré par Joëlle Milquet, qui était présidente des engagés, enfin les CDH précédemment. Et elle m'a demandé de devenir secrétaire général du parti à l'époque. Donc je suis devenu le bras droit de la présidente du parti pendant 2 ans. Et suite à ça, député, bourgmestre, et puis voilà, en 2011, ministre. Donc c'est une carrière assez particulière, très courte, très rare, enfin, courte. J'ai quand même été ministre pendant 8 ans, mais Ouais, c'est déjà très, bien, hein, 8 ans, c'est beaucoup. très condensée dans la deuxième partie, je dirais, de ma vie après avoir réussi les entreprises. Et par rapport à beaucoup de gens qui ont de beaux discours sur les entreprises, etc., mais qui n'en ont jamais créé une, qui n'ont jamais engagé une personne, qui n'ont jamais licencié une personne, Mhm. qui n'ont jamais dû présenter un compte de résultat, un bilan. J'estime que quand je parle des entreprises en politique, quand je parle des mesures à prendre ou de ce qui est bon ou de ce qui n'est pas bon, ben, je sais de quoi je parle. Ça a quand même fait une grosse différence par rapport à une étude de dossier finalement très théorique de personnes qui n'ont jamais participé à la vie d'une entreprise. Tiens, j'ai l'impression que souvent les entrepreneurs, quand ils ont un succès avec les entreprises et tout ça, ça devient presque, pas pour dire positivement, mais un peu addictif de relancer des projets et de Mhm. redécouvrir de nouveaux défis et des nouveaux challenges. Je me demandais si, du coup, comme, comme tu m'as dit que je pouvais te tutoyer, j'ai tutoyé. Si tu devais repartir de zéro avec l'expérience que tu as aujourd'hui, comment est-ce que tu procéderais pour démarrer un projet entrepreneurial? Pas très différemment. Il est évident on a pris des risques au départ que tout entrepreneur n'aurait pas pris. Donc il fallait sans doute pas les prendre, mais elles ont fonctionné. Donc à un moment donné, j'étais quand même très très endetté. Après 3 ans de festival, c'était quand même très difficile. Bon, j'avais toujours la possibilité à un moment donné de tout abandonner, de retourner travailler à l'université. Je savais que j'avais le diplôme et j'avais des places qui m'attendaient là-bas pour travailler et apurer mes dettes, parce que c'est ce qui se serait passé. Donc avoir un diplôme, c'est quand même important comme, je veux dire, Pour avoir parachute au cas où si voilà, ça va pas. avoir un diplôme ou avoir une certitude de pouvoir retomber sur ses pieds, parce qu'à un moment donné, on peut s'endetter trop fort personnellement et que ça ne fonctionne pas, il faut quand même faire attention. Donc c'est un peu un équilibre à trouver entre l'insouciance, l'enthousiasme qui fait qu'on se lance dans des choses un peu folles, et d'un autre côté, on prend de gros risques parfois financièrement. Mais ça, Et c'est bien que vous le dites parce que souvent, un discours qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux lorsque certaines personnes ont un succès ou quoi, c'est de dire justement, bah, tiens, l'université, c'est pas ça qui m'a amené ça, mais ça sert quand même ça peut servir quand même d'une bonne sécurité et ça permet d'apprendre des choses. avant que le festival de Dour ne soit créé, il y a eu 3 grosses tentatives en Wallonie, et elles avaient à chaque fois la même particularité, lancées par des gens qui avaient relativement peu d'argent, ça j'étais à égalité avec eux, lancées par des gens par contre qui étaient des fans absolus de musique et qui étaient sans doute un peu trop idéalistes sur ce qu'ils voulaient organiser. Et à un moment donné, quand on pense, parce qu'on adore un groupe, que c'est le plus grand groupe du monde et que tout le monde va venir le voir, ses goûts personnels passent au-delà de l'intérêt de ce qu'on essaye d'organiser, et parfois ça ne fonctionne pas. Donc moi j'ai mis la rigueur d'un ingénieur derrière la passion musicale pour essayer de dire, à un moment donné j'ai dit non à certains artistes parce que même si je les aimais bien, je me rendais compte que ça n'allait pas aller financièrement. Donc la rigueur de gestion, de contrôle du budget a quand même permis de ne jamais aller trop loin. Donc j'ai effectivement été après 3 ou 4 années de festival, on était à 4 ou 5 millions de francs belges à l'époque de déficit cumulé. Donc c'était pas évident. Les banques nous surveillaient de près parce qu'il y avait un gros déficit bancaire. Mais voilà, on est quand même toujours parvenu à ne pas aller trop loin en faisant des folies. Et c'est ce qui avait caractérisé les tentatives précédentes, c'est que les gens étaient tellement passionnés de musique qu'ils se lançaient dans des choses un peu irréalistes, un peu surfaites, et avec des dettes qui à un moment donné ont été trop grandes, ils ont dû arrêter. Donc je pense que la rigueur dans la gestion et garder la tête froide, ne pas s'emballer sur des choses qui deviennent excessives, c'est vraiment important. D'accord. Je sais pas s'il y a un conseil pour un étudiant qui souhaiterait se lancer et qui hésite. Bah, il faut la bonne idée, il faut faire ce qu'on aime, donc c'est important, c'est la plus grande chance que
que j'ai pu avoir peut-être dans mon parcours, c'est qu'à un moment donné, la musique, c'est quelque chose d'amusant, on aime bien, on va dans des concerts, on trouve ça sympa, et puis pouvoir développer un projet dans ce domaine-là et faire finalement d'une passion un métier et un succès entrepreneurial, ça c'est le pied évidemment. Donc pour celui qui est passionné par quelque chose, c'est dans ce secteur-là qu'il apprécie, qu'il connaît le mieux, qu'il doit essayer de trouver les créneaux dans lesquels il manque quelque chose. Euh, je travaille maintenant avec mon fils qui a 21 ans. On travaille ensemble depuis un an. On a identifié quelques besoins et on a un projet d'entreprise ensemble parce qu'on a l'impression, on a la certitude que dans un domaine bien précis sur la gestion des données, etc., il y a un nouveau service à proposer aux entrepreneurs, aux commerçants. Et donc on va se lancer là-dedans. Et heureusement, là, il ne faut pas beaucoup d'argent, donc c'est plus l'idée qui est porteuse que les moyens financiers. Donc il faut des moyens humains, il faut rassembler les 4-5 personnes qui auront les bonnes compétences. Donc c'est ça, c'est dans un secteur qu'on connaît bien, qu'on aime, pour lequel on est prêt à consacrer beaucoup de temps et d'énergie, donc de pouvoir persévérer, savoir que ça ne va pas être facile, qu'il va falloir passer un certain nombre d'obstacles. Dans ces conditions-là, il y a vraiment de beaux projets à mener et de l'énergie positive à mettre derrière ceux-ci. Tu as initié ton fils à l'entrepreneuriat alors? Bon, il a fait des études de médecine, puis il a réussi ces 2 premières années, puis il m'a dit, écoute papa, j'aime bien ce que tu fais avec les entreprises, est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose ensemble? Donc là, il est en alternance à Lille une partie du temps, il travaille avec moi sur le festival une autre partie du temps, et là, on va développer un nouveau projet ensemble. Donc oui, il a l'air de prendre goût à la création et à tout ce qui tourne autour de la communication, des événements, d'organisation. Donc pourquoi pas. Donc pour la suite des aventures, ce qui est prévu, c'est Il doit l'entrepreneuriat, décider, mais en père et fils, quoi, voilà, en duo. il doit aussi décider cet été s'il ne retourne pas tout simplement en 3e année de médecine, puisqu'il a réussi ces 2 premières années, il a encore Ouais. cette faculté-là, mais je pense qu'il va opter pour l'entreprise. D'accord. Ok, super. Et donc, pour un étudiant qui s'intéresse à l'entrepreneuriat, qui a peut-être envie de faire autre chose qu'un job étudiant classique et qui a du temps et de l'énergie, donc, qu'est-ce que tu conseillerais comment tu conseillerais de démarrer ou un projet, trouver une bonne idée donc et y consacrer du temps ou Bah, je vois 2 options. Soit ce projet, le projet qui imagine l'étudiant, ce qu'il aime, ce qu'il connaît, l'idée qu'il a, coûte peu d'argent, mais coûte essentiellement du temps, d'énergie. Et il essaye de s'entourer d'une série de gens avec qui il s'entend bien et ensemble ils bossent sur un projet. Finalement, les grands succès dans le domaine des réseaux sociaux, par exemple aux États-Unis, ceux qui ont créé ça l'ont fait au départ avec un groupe de personnes et sans vraiment avoir de moyens financiers. Donc, dans certains domaines, il y a des possibilités de ce type-là. Là, effectivement, c'est du temps, d'énergie et des bonnes associations, parce qu'on fait rarement ce genre de projet tout seul. C'est la dynamique de l'équipe aussi qui est importante, donc de trouver les potes ou trouver d'autres étudiants qui ont envie de s'associer à quelque chose. Deuxième solution, c'est un projet qui requiert de l'argent, et là, il ne faut pas se tromper, c'est que soit on a l'argent et on le fait, soit on n'a pas l'argent, on ne le fait pas. Mais le faire à moitié, c'est voué à l'échec. Je vois souvent des gens qui ouvrent des commerces et je leur dis dès le départ, je dis, si vous n'avez pas les 50 000 euros à mettre dans votre lancement de départ, en communication, en matériel à proposer, vous allez apparaître comme étant pas intéressant et ça ne va pas aller. Donc il faut avoir les moyens. Alors, si on ne les a pas, il vaut mieux ne pas le faire. Et si on ne les a pas, il y a sans doute des moyens de les trouver. Alors, sans doute pas les banques, mais il existe pas mal de gens, j'en fais partie, qui sont attentifs au projet qu'on leur présente et qui acceptent parfois de s'associer en mettant la partie financière. Et en sortant du projet après 2-3 ans quand il fonctionne. J'ai appelé ça des business angels, c'est couramment utilisé comme terme. Donc j'ai eu l'occasion d'aider des gens comme ça, de mettre le coup de pouce au départ, mettre les finances, et puis au moment où je peux les récupérer, ben, je ressors du projet là, et le projet continue. Donc il y a moyen de trouver des gens qui font ce genre de choses, qui ont gagné de l'argent par ailleurs et qui sont prêts à co-investir avec un jeune qui a une bonne idée, et ensuite de lui laisser la faire ou d'y rester de manière minoritaire sur un plus long terme.
Finalement, j'ai un peu bénéficié de ça avec le festival de Dour. Quand on a été en grosse difficulté après 3 ans de festival, il y a une série de commerçants de Dour qui ont mis un peu d'argent dans le projet coopératif. Et il était convenu entre eux et moi qu'au moment où j'avais les moyens, ben, je reprendrais le capital. C'est ce qui s'est fait jusqu'au moment où je redevienne 100% actionnaire du festival. Mais il y a eu une phase intermédiaire où ces gens ont joué un rôle important. Finalement, c'est la même mécanique. Et vous pensez quoi alors des aides publiques pour aider à démarrer financièrement un projet ou des choses comme ça? Je n'en ai jamais utilisé. Je pense qu'elles sont relativement inefficaces. Elles sont lourdes administrativement, donc l'énergie qu'on dépense là-dedans. Donc elles sont, un, lourdes administrativement, deux, elles génèrent des formalités qui alourdissent parfois le projet. Donc j'évite au maximum. Dour Festival n'a jamais fonctionné sur subside public. Je crois qu'actuellement, il y a un subside de 75 000 euros sur un budget de 13 ou 14 millions d'euros. Donc voilà, la subsidisation publique, on s'en fout complètement. Donc je pense que pour les projets à vocation économique, le système doit s'autofinancer. Ce sont les tickets d'entrée, en l'occurrence le festival, ou les ventes qui doivent générer l'activité. Et on doit adapter l'activité à la capacité qu'on a de vendre son produit ou de vendre son ticket d'entrée dans le domaine de la culture. Voilà. Ok, ça va. Ben, je ne m'attendais pas à cette réponse-là, donc c'est toujours cool d'avoir des réponses. Parce que moi, justement, j'avais préparé des sous-questions. Je m'étais dit, bah, tiens, est-ce que ça ne peut pas créer une certaine illusion que le projet fonctionne parce qu'il y a de l'argent qui rentre, mais c'est de l'argent qui rentre avec les aides, et puis finalement, Oui, sans c'est pour les ça aides, moi ça ne fonctionne pas, je quoi. n'aime pas les aides. C'est la grosse force de quasi toutes les entreprises que j'ai créées, c'est qu'elles fonctionnent toujours sans aide publique, parce que voilà, ça doit tourner sans ça. Et puis être à la merci de toute décision contraire d'un ministre ou d'un gouvernement, c'est quand même pas très rassurant. On sait que les politiques peuvent vite changer et qu'une aide aujourd'hui ne sera plus là demain. Donc construire un projet sur base des aides publiques. Moi, ce que j'attends en plus des pouvoirs publics, c'est un maximum de soutien dans les démarches, un allègement de ces démarches au maximum, du soutien administratif, le petit coup de pouce qui permet d'avoir rapidement un permis si on a envie de rapidement. Ouais, j'ai repris un projet la semaine dernière. En 24 ou 48 heures, je devais avoir des documents administratifs pour éviter que dans des frigos, il y ait des tonnes de viande qui ne puissent pas être transformées. Heureusement que je connaissais encore une série de gens à la région wallonne qui ont fait en sorte que le papier que je devais obtenir en une semaine, je l'obtienne en 48 heures. Mais c'est ça qu'on attend, c'est que ça puisse aller vite pour que l'administration ne soit pas un frein à l'économie, mais se mette au même rythme quand c'est nécessaire. Pour les étudiants entrepreneurs, un des plus gros freins administratifs, c'est toujours de devoir prouver ses connaissances de base en gestion. Donc ça peut se faire notamment avec un diplôme de bachelier ou lorsqu'on a fait certaines études en technique de qualification par exemple ou des choses comme ça. Mais pour un étudiant qui a fait des études secondaires dans le général, qui est en deuxième par exemple à l'UNIF et qui n'a donc pas encore son diplôme de bachelier, mais il y a toujours cette contrainte de devoir prouver justement ses connaissances de gestion de base. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous pensez que ça devrait être allégé ou... Je connais énormément de gens qui, sans aucune connaissance de gestion de base, ont réussi des projets. Des mécaniciens qui ont développé des garages, des horticulteurs qui ont développé des entreprises d'horticulture, de vente de plantes. Enfin, il y en a plein d'exemples autour de nous. Donc je ne pense pas que ce contrôle des capacités de gestion soit nécessaire, d'autant plus que dans une entreprise, on ne demande pas à l'entrepreneur d'être le gestionnaire financier ou comptable. Donc moi, je n'y trouve pas beaucoup d'intérêt. Je ne pense pas que ce soit très utile. Ok, super. Ben, j'espère pour les étudiants que ça disparaîtra donc très vite pour alléger leur démarche parce que je pense que c'est un des freins numéro un, en tout cas de tous les étudiants qui m'ont posé des questions, qui m'ont dit ah, bah, tiens, j'aimerais bien faire ça et tout ça. Alors je me disais les conditions. Alors bon, Il y a déjà l'obligation aujourd'hui, quand on crée un projet, de déposer un plan financier, d'être accompagné par un comptable. Donc si on croit en son projet, qu'on a compris ce qu'on voulait faire et qu'on est bien accompagné, je ne vois pas en quoi. Vous savez, dans un projet, c'est relativement simple. Hein. Il faut que les recettes dépassent les dépenses. Il faut avoir tout peut se dire en une heure. Hein. Donc il faut comprimer les frais. Il faut bien calculer ses prix de revient pour avoir une marge suffisante. Regarder la concurrence pour voir si
avec la marge qu'on doit mettre, on va être concurrent? Est-ce qu'on va être compétitif par rapport aux autres acteurs du marché? Il faut surtout avoir la bonne idée où on sort avec des créneaux qui sont différents, qui sont nouveaux. Faire la même chose que son voisin, ouais, ça peut fonctionner, mais en général, il faut trouver la petite différence qui fait qu'on se démarque et qu'on amène quelque chose de plus sur le marché. Donc, mis à part les moyens financiers lorsqu'ils sont nécessaires, quelle est la plus grosse cause d'échec d'un projet entrepreneurial? Le mauvais choix du créneau, un créneau où on se trompe on ne répond pas à une attente du marché. Donc il faut bien sentir dans un domaine de marché. Mon dernier projet, je suis certain qu'il y a une demande d'une partie significative, 10-15% de la population, d'avoir de la viande élevée localement et de pouvoir consommer cette viande-là plutôt que d'aller dans les grandes surfaces avec de la viande qui est d'origine moins locale. Et donc voilà, ça c'est le point de départ, identifier un besoin, et sur base de ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc je pense qu'aujourd'hui, le projet que j'ai repris, c'est un gros atelier, et il y a un potentiel de faire travailler 30 ou 40 personnes. Ça correspond à un besoin, c'est ça le pari que je fais, et que si on communique clairement sur les produits qui vont être proposés, le chiffre d'affaires va augmenter significativement. Après, on verra dans 2 ans si j'ai raison, mais aujourd'hui, je sens qu'il y a une partie importante de la population qui est attirée par ce genre de produits un peu différents. Ok, super. Et puis, quand je demande toujours le projet, la plus grande victoire, le projet préféré, s'il y en a un que tu pourrais choisir comme le projet que tu as le plus. Dour Festival, parce que c'était Dour Festival, improbable. C'était improbable de créer. Dour n'existait pas sur la carte d'Europe. Aujourd'hui, on a mis Dour sur la carte. Qu'on aille partout, quand on dit Dour, les gens disent ah oui, oui, le festival. Donc voilà, on a fait quelque chose qui était rare, que peu de communes parviennent à faire. Parfois, des villes ou des communes mettent des millions et des millions en marketing, en publicité pour exister. Nous, on l'a fait avec un festival de musique, partant de rien. Et voilà, je pense que ça reste là. Il y a eu plein d'autres aventures intéressantes autour de ça, mais celle-là, ça reste la plus improbable et donc celle qui reste, celle à laquelle je suis le plus sensible, je dirais. Voilà. Super. Donc, pour clôturer, en une phrase, si un étudiant regarde ça, doit-il se lancer ou pas? Oui, oui, ça fait partie de la vie de se lancer dans des projets. C'est ce qui donne aussi beaucoup d'intérêt à ce qu'on fait au quotidien. Donc, c'est toujours un beau projet de se lancer dans de nouvelles initiatives. Et il ne faut pas oublier que c'est quand même notre quotidien. C'est 8 à 10 heures par jour, 12 heures, 14 d'ailleurs, quand on lance parfois des projets. Et que donc c'est important que tout ce temps-là, moi je n'aurais jamais imaginé passer mon temps à aller travailler quelque part juste pour avoir mon salaire en n'aimant pas vraiment ce que je fais ou en trouvant ça un peu répétitif ou ennuyeux. Donc le projet d'entreprise, c'est tout sauf répétitif et ennuyeux. C'est tout à fait imprévisible et passionnant. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas pour l'interview. Donc, j'espère que ce sera utile pour les étudiants qui hésitaient à se lancer ou qui ne savaient pas quoi faire. Et donc, je pense qu'ils peuvent tirer pas mal d'informations. Ou même s'ils aiment bien le festival de Dour, ils ont Voilà. peut-être appris 2-3 choses sur le festival qu'ils fréquentent depuis peut-être plusieurs années pour certains. Voilà, un grand merci. Et puis, Merci. voilà.